Je suis Jean-Victor Castor, député de la première circonscription de la Guyane. D'accord, ok. Et alors le groupe GDR, qu'est-ce que c'est? Alors le groupe c'est Gauche démocratique et républicaine. Mhm, C'est un groupe composé donc, de 12 députés communistes mhm. et de 10 députés des territoires dits d'outre-mer. D'accord. Et alors pour ce projet d'abrogation, projet de loi d'abrogation, quel rôle est-ce que vous avez tenu? Alors en fait moi j'ai été le rapporteur de la loi, c'est moi qui ai fait la proposition et donc j'ai été désigné rapporteur pour la porter. Et puis c'est une loi qui est portée aussi avec mon collègue de la deuxième circonscription, le député M. Deviriman. D'accord, ok. Voilà. Et alors vous avez conçu cette loi comme une loi transpartisane et vous avez récolté le fruit de vos efforts? Alors, en fait, moi, comme on dit, il faut rendre à César. Hein. Bon, ce qui s'est passé depuis le début de cette mandature, c'est qu'on savait qu'une majorité de députés était pour la réintégration des soignants. Il faut que les personnes qui nous écoutent le sachent. Quand il y a eu l'état d'urgence et la suppression de l'état d'urgence au début de la mandature pour passer à l'état de veille sanitaire, plusieurs groupes politiques ont fait des propositions d'amendements pour pouvoir donc procéder à la réintégration des soignants. Ce qui leur avait été opposé à l'époque, c'était l'article 40. C'est un article en fait qui considère que ça entraîne donc des conséquences financières et qu'à partir de là, donc c'était non. Donc ça, on n'a même pas pu en fait en débattre vraiment dans l'hémicycle. Et puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé au mois de novembre avec la proposition de loi de Madame Fiat, de la LFI, que je salue, puisque j'ai eu un entretien avec elle avant de réaliser cette PPL. Et sa proposition a été proposée lors de la niche de la LFI. Et je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que le gouvernement a usé de quelque chose moi, que j'ai découvert en tant que néo-député, c'est-à-dire qu'un ministre avait la possibilité, dans le cadre d'une niche parlementaire, de parler autant de temps qu'il voulait. Et en fait, M. Brown, puis ils ont appelé à la rescousse M. Véran, ils ont passé leur temps à parler de trains, d'oiseaux, etc. Ça n'avait rien à voir avec la proposition de loi pour faire le temps passer parce que malheureusement, chaque groupe a droit à une niche parlementaire par an. Et la niche parlementaire est la seule possibilité pour un groupe de proposer des lois. Donc il y a plusieurs propositions de loi, c'est-à-dire que tout à l'heure on va retourner dans l'hémicycle pour les autres propositions de loi du groupe GDR. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils en parlaient et puis ils ont créé des incidents au sein de l'Assemblée jusqu'à ce qu'on arrive à minuit parce que la niche parlementaire c'est de 9h à minuit. La chance que nous avons eue ici, et je tiens à remercier donc M. André Chassaigne, les communistes et puis tous mes collègues du groupe aussi, qui ont compris la nécessité de bien placer notre proposition de loi pour la réintégration des soignants dans l'ordre de priorité. Et à ceux aussi qui ont accepté hier soir de retirer leur proposition de loi pour qu'on puisse remonter aussi dans l'ordre de priorité. Et donc, vraiment, ce n'est pas c'est pas une victoire du rapporteur, etc. C'est une victoire collective du groupe, des personnes qui, elles aussi, avaient proposé soit des amendements. Je tiens vraiment à dire que c'est une victoire de l'Assemblée. C'est une victoire de tous ceux qui ont voulu, depuis le début de cette mandature, de régler une situation qui était totalement ubuesque, surréaliste même, eu égard à ce qu'on sait aujourd'hui de la réalité de l'efficacité du vaccin, eu égard à ce qui se passe dans le monde aussi, à ce qui se passe dans le monde. Tous les autres pays, ça fait belle lurette qu'ils ont abrogé ou qui, voilà, en fait on sait quoi. Et donc, je disais tout à l'heure de façon un peu... Enfin, je disais tout à l'heure à un journaliste, M. Macron aurait pu lui-même le dire en fait, en tant que président de la République. Mais je comprends que ça a été difficile pour lui de le dire. Parce que quand on arrivait à ces extrêmes en disant je vais les emmerder jusqu'au bout, c'est embêtant. Mais c'est quand même lui aussi qui avait dit que jamais il aurait appliqué l'obligation vaccinale. Vous comprenez? Bon. Donc moi ce que j'ai voulu rappeler aussi, c'est qu'il faut arrêter de stigmatiser les personnes en disant que ce sont des personnes qui sont complotistes et qui ne voulaient pas se faire vacciner. Vous savez que non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus, lors des auditions, nous avons auditionné bien sûr ces personnes qui se sont organisées pour être solidaires, pour tenir le coup. On a eu des personnes qui ont pleuré pendant toutes les auditions, devant nous, en nous racontant mais des choses pas possibles, des personnes qui sont passées à l'acte, des personnes qui ont dû vendre tous leurs biens, maisons, qui ont vendu les bijoux de leurs parents, des familles qui ont été déchirées, des séparations de couple, des enfants qui ont été placés. Mais
C'était vraiment très difficile. On a passé des montagnes. Ensuite, il y a eu des scientifiques, des sociologues aussi, qui ont mené des enquêtes et qui ont dit très clairement que c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe, c'est que le discours public, c'est qu'on a stigmatisé ces gens-là, on les a transformés en parias, comme si c'était des personnes qui en fait ne voulaient pas le bien des autres. Or, je l'ai rappelé à l'hémicycle tout à l'heure, parmi les personnes qui étaient au front lors des premiers jours, des premiers mois de la pandémie, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, y compris les personnes qui ont refusé de se faire vacciner. Et puis je voulais dire une autre chose. Dans l'ambiance générale, où on a entendu tout et son contraire. Dites-vous bien que des personnes qui ont fait des études, parfois de hautes études, parce qu'il y a des médecins qui ont aussi refusé de se faire vacciner, on leur a demandé de tout renier, de renier les fondements du serment d'Hippocrate, de renier tout ce qu'ils ont appris. Rappelez-vous qu'on avait même demandé à des médecins de ne plus rencontrer leurs patients, de demander aux patients d'appeler le 15. Enfin, les gens ne comprenaient pas. Donc on peut très bien se dire qu'avec une mesure aussi coercitive, que bon nombre de soignants se sont fait vacciner parce qu'ils ont eu peur de ne plus avoir de ressources. Vous n'aviez même pas la possibilité, vous n'avez toujours pas même pas la possibilité de recours. Il n'y a pas de conseil de discipline où on pourrait donc se saisir pour essayer de voir dans quelle mesure il n'y a rien. Pas de ressources, pas de recours. Et c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois. C'est 18 mois, presque 2 ans pour certains. Et voilà. Alors, là, dans le détail, il y avait 3 articles dans la loi et seuls les 2 premiers ont été adoptés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ces articles contiennent ? En fait, le plus important pour nous, c'est que l'article premier, c'est l'abrogation. Et très clairement, on aurait pu aller très loin dans l'articulation de la PPL. C'était un choix. Le choix, c'est, je vous le dis très clairement, pas de polémique. On ne va pas réaborder le sujet scientifique. Et surtout, gérer le temps. Vous avez vu que j'ai très peu parlé en tant que rapporteur. J'avais 10 minutes d'intervention, je n'ai parlé que 3 minutes, parce que je n'ai pas voulu pourrir la niche du groupe JDR, et je n'ai pas voulu non plus rentrer dans la polémique, dans le débat polémique, parce que ce que certains souhaitaient. Et donc du coup, ça s'est très bien passé. C'était, on va dire, c'est un peu une stratégie en fait, une stratégie de gestion de la niche, c'est la gestion du temps. Donc l'article premier, c'est le plus important. Et quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé ailleurs, dans les pays où il y a eu l'obligation vaccinale, c'est d'abord l'abrogation. Et ensuite, il fallait que, dans l'articulation de la loi, que cette abrogation n'empêche pas les recours. Vous comprenez ? Et puis ce qu'on a souhaité aussi, c'était la carrière des agents. C'est-à-dire à minima, ne pas s'opposer à la possibilité pour que les gens gardent ces 2 années dans leur carrière. Et même là, si vous regardez les instructions qui précèdent le décret, ces instructions sont très claires, ces instructions refusent de prendre en compte la carrière des gens. Donc non, c'est très peu d'articles, arriver à l'efficacité et surtout reposer le débat au sein du Parlement. Et quid d'une éventuelle indemnisation ? Moi je pense que ça arrivera, c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Ça arrivera. Et vous allez voir que je pense qu'il y a des juridictions, et si ce n'est pas un gouvernement qui le fait, il y aura des juridictions qui vont se saisir, même, je pense même à l'échelle internationale. Parce que ce qui s'est passé, vous savez, les vérités, au fur et à mesure, au départ, le vaccin a été vendu comme étant un vaccin hyper efficace. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure, on va apprendre des choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir la sagesse de dire que le Parlement doit être le lieu privilégié du retour d'expérience, des échanges sur ce retour d'expérience et même anticiper une prochaine pandémie et pour corriger les erreurs. Vous savez, moi j'ai toujours dit, même quand j'étais en Guyane, je n'étais pas député, j'ai toujours dit que c'est avec le temps. Vous savez, ce sont toujours des histoires comme ça, malheureuses. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a eu des erreurs d'appréciation. Et c'est la raison pour laquelle le politique doit s'emparer des questions comme ça. On ne peut pas laisser tout simplement un gouvernement traiter la question. Ça doit être un débat. De toutes les façons, ça a été et c'est encore un débat public. C'est un débat qui pèse dans l'opinion. Je veux vraiment insister sur le fait que dans nos pays, les pays dits d'outre-mer, la situation elle est dramatique parce que les gens, majorité d'habitants, ont refusé de se faire vacciner. Et donc, forcément, une majorité de personnels soignants ont refusé de se faire vacciner.
Et on a des situations qui sont, par exemple chez moi en Guyane, on a harcelé les professions libérales. Par contre, dans les hôpitaux publics, parce que les hôpitaux fermeraient, allaient fermer forcément parce que les personnes ne se faisaient. On a toléré que des personnes non vaccinées travaillent. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des incohérences qui ne pouvaient plus durer. Et c'est la raison pour laquelle la question du bilan et la façon dans laquelle, la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on fasse, qu'on prenne le temps tranquillement d'analyser la situation, c'est important. On ne peut plus aller dans la même direction et continuer voilà, comme ça tranquillement et laisser le gouvernement faire comme il veut. Attention, hein, très clairement le gouvernement était contre l'abrogation parce que le gouvernement souhaitait pouvoir rétablir l'obligation à tout moment.